savez, l'UMP avec Nicolas Sarkozy a marché à l'affectif. C'est un sentiment qu'il faut naturellement valoriser parce que c'est estimable d'avoir ce potentiel affectif. Mais aujourd'hui, il faut aussi avoir une dimension politique. Depuis quelque temps, Jean-Pierre Raffarin s'est imposé comme celui qui dit tout haut ce que beaucoup dans son parti pensent tout bas, combatif contre les dérives droitières, pacificateur des relations entre François Fillon et Jean-François Copé, l'ex-premier ministre connu pour ses raffarinades a décidément bien changé tant de rôle que d'image. Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur Jean-Pierre Raffarin qui nous a reçus sur ces terres du Poitou. Jean-Pierre Raffarin, bonjour. On est ici dans la Vienne, au bord d'un bel étang, et c'est vous qui avez proposé de tourner l'émission ici. Alors pourquoi? Parce que nous sommes aux Trois-Moutiers, dans le nord de la Vienne, et que ici, il y aura en 2015 un Center Park. Dans ce bel endroit, il y aura 1000 emplois créés. C'est le projet qui me mobilise le plus, c'est le projet sur lequel je mets toute mon ardeur, et c'est un point d'orgue d'une carrière politique. Et vous venez souvent ici? Vous passez beaucoup de temps ici? J'habite ici, j'habite à Chasseneuil, et je suis là toutes les semaines, et je travaille sur des gros projets. D'accord, très bien. Et bien c'est là justement, dans le chalet, qu'on va faire l'interview. Jean-Pierre Raffarin, vous êtes un homme de terrain, les pieds dans la glaise, cette formule revient souvent en parlant de vous. Et d'ailleurs, c'est avec cette étiquette que les Français, et du moins le grand public, vous a découvert. C'était un certain mois de mai 2002, je vous remonte quelques images. Depuis le 9 avril dernier, c'est lui qui tenait la corde. Dans son fief à Poitiers, au cours d'un meeting, Jacques Chirac le faisait monter sur scène. Cher Jean-Pierre Raffarin. Jacques Chirac apprécie son sens de la communication et de la formule. Il est sensible à ses observations d'élu de terrain. C'est les pieds ancrés dans la glaise du Poitou. Il est né d'une famille rurale en Poitou, et donc il tient à cet ancrage territorial. Et aujourd'hui, il garde toujours cette volonté de dire je suis d'ici, je suis proche des gens, pour la République de proximité, la République d'en bas. C'est son leitmotiv. Ses amis confirment, pour Jean-Pierre Raffarin, la convivialité, ça compte. Les copains d'abord, en quelque sorte. Voilà, et il y en avait des kilomètres à l'époque, quand on vous a découvert comme Premier ministre sur ce côté, voilà, rural, le Poitou, etc. Cette image, l'homme de la France d'en bas, d'ailleurs c'est votre formule, la France d'en bas, elle vous plaît cette image? Elle est juste. Donc, vous savez, on n'est jamais toujours satisfait des images, parce qu'elles sont toujours imparfaites. Mais au fond, c'est vrai que je suis enraciné dans le Poitou, et c'est vrai aussi que j'ai une vision de la France qui est une vision d'une France très diversifiée. De ce point de vue-là, je ne suis pas parisien, je ne suis pas un produit de Paris. Et au fond, c'est un peu ça que Jacques Chirac a choisi, parce qu'on pourrait réfléchir d'ailleurs au rôle du Premier ministre par rapport au président. La volonté de Chirac était d'avoir un Premier ministre différent. Lui, il était du RPR, moi j'étais de l'UDF. Lui, il était maire de Paris, moi j'étais président de région en province. J'avais une autre forme d'approche. Je venais de l'entreprise, il avait fait l'ENA. Donc j'avais cette différence-là, et c'est vrai que c'était un peu l'expression d'une société civile régionale qui apparaissait. D'accord, c'est ça qui lui avait plu. Alors effectivement, on a vu d'ailleurs au début que ce côté a été beaucoup mis en avant et presque encensé par les médias quand vous avez été nommé. Après, on a l'impression aussi que ça s'est un petit peu retourné contre vous, cette image France d'en bas. Bah oui, toujours, parce qu'au fond, quand on joue la proximité, on est toujours pris, vu de Paris, avec condescendance. Moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai été travailler dans une maison de café, les cafés Jacques Vabre. J'avais pas le profil de la haute technocratie. Et donc, naturellement, la condescendance, j'étais habitué à vivre avec. Mais au fond, ça stimule. Oui, et quand vous étiez à Matignon, vous l'avez senti, cette condescendance à un moment? Bien sûr, je l'ai senti, mais vous savez, mon père a été agriculteur, il a été responsable de beaucoup d'activités agricoles. Ensuite, j'étais ministre des PME. Il y a des secteurs qui ne sont pas forcément bien vus de Paris, mais ils sont aimés des Français. Quand vous parlez de PME, à Paris, il faut parler 440. Mais quand vous parlez PME, en fait, les gens, ils aiment les PME. Il y a une relation affective. Et puis, au fond, moi, j'assume les choses. Je suis un homme libre et c'est heureux d'être finalement à l'aise dans sa peau, quoi.
Alors, un homme libre, hein, ça c'est l'autre caractéristique, et vous êtes depuis quelque temps en fait un peu l'homme libre de l'UMP. Alors, celui aussi, il faut le dire, qui depuis 2012, et même avant d'ailleurs, on va le voir, émet des critiques parfois assez dures, il faut bien le dire, contre le bilan, la droitisation, le bilan de Nicolas Sarkozy. On va en revoir quelques moments commentés par le journaliste spécialiste de la droite, Bruno Jeudi. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels Nicolas Sarkozy a apporté beaucoup. Je pense par exemple à sa mobilisation sur la valeur travail. Le moins bien, c'est la pratique des institutions, c'est l'exercice du pouvoir plutôt solitaire par rapport à des institutions plus partagées. Par exemple, je pense qu'il y a des choses très positives sur la gouvernance mondiale et le G20. Je pense qu'il y a des choses qui sont insuffisantes sur la décentralisation. Je pense qu'il y a eu une stratégie qu'on a appelée la stratégie du clivage, qui s'est appuyée sur une vision de la droitisation de la société française. Et moi, personnellement, je préfère les stratégies de rassemblement aux stratégies de clivage. Mais ce sont des débats qu'on doit avoir. C'était une erreur politique. Il était tout près de la victoire. Je pense qu'un positionnement un peu plus rassembleur aurait pu permettre la victoire. Je pense que cette élection était gagnable. Voilà, donc là, il parle d'une élection gagnable. Et puis, quelques temps plus tard, hein, cet été dans Le Monde, eh bien, il parle des faiblesses comportementales de Nicolas Sarkozy. Donc, bon, surtout en presse écrite, mais enfin, même en télé, il tape assez dur. Pourquoi il fait ça, Jean-Pierre Raffarin ? Bon, d'abord, Jean-Pierre Raffarin, il ne faut pas lui enlever cette sincérité, c'est que c'est probablement le seul des responsables de l'UMP à avoir critiqué Nicolas Sarkozy, y compris pendant le quinquennat du président précédent. Il a mis en garde Nicolas Sarkozy contre l'hyperprésidence, contre la présidence solitaire. Il l'a mis en garde ensuite sur la question des Roms et de la droitisation au moment du discours de Grenoble. Je pense qu'il y a une dérive droitière à l'UMP. Je pense qu'il faut recadrer la ligne de l'UMP, qui est une ligne centrale, qui n'est pas une ligne droitière, pour que le parti majoritaire assume ses responsabilités. Je crois aussi que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une histoire entre Jean-Pierre Raffarin et Nicolas Sarkozy. Jean-Pierre Raffarin a été Premier ministre quand Nicolas Sarkozy était son ministre de l'Intérieur, et personne n'a oublié que Nicolas Sarkozy était un élève turbulent de la classe Raffarin. Le gouvernement qui par ailleurs resserre les rangs, arrivée très remarquée de Jean-Pierre Raffarin et Nicolas Sarkozy ensemble hier soir au nouveau siège de campagne de Jean-François Copé, chef de file de l'UMP pour les régionales en Ile-de-France. Une image destinée à montrer la bonne entente des deux hommes, ou en tout cas leur réconciliation après une brouille liée notamment à la gestion du conflit des buralistes. Nicolas Sarkozy l'avait surnommé Jean-Pierre Raffarien. Il n'avait pas, pas de mots assez durs pour le critiquer sans arrêt. Puis j'ajoute un dernier point dans leur histoire, c'est que Jean-Pierre Raffarin, quand il a quitté Matignon, son rêve c'était de devenir président du Sénat. Et puis à ce moment-là, il a vu certains de ses soutiens s'envoler, s'évanouir. Il y a eu aussi une réforme à l'époque qui a fait beaucoup de mal à la droite, qui était la réforme des collectivités. Et Jean-Pierre Raffarin a toujours pensé au fond que Nicolas Sarkozy avait joué un grand rôle dans le fait qu'il n'ait pas pu être désigné par la droite pour être le candidat de la droite à la présidence du Sénat qui est revenu à Gérard Larcher. Voilà, un petit commentaire, cette analyse de ces 10 ans de relations, peut-être C'est globalement vrai, c'est globalement juste. Je crois qu'il y a moins avec Nicolas Sarkozy de souvenirs qu'il y a de différences de comportement. Donc c'est vrai que de temps en temps on a eu des périodes qui étaient des périodes de friction. C'est vrai qu'il n'a jamais accepté le fait que je sois Premier ministre à sa place. Donc je suis quand même un des rares à avoir battu Nicolas Sarkozy sur un objectif de Nicolas Sarkozy. Donc il n'a pas bien apprécié ça. Mais au fond, on s'entend bien d'une certaine manière dans la mesure où il est direct. Donc ça frictionne, mais je le suis aussi. Donc on a des désaccords, mais on se les dit. J'ai rien de caché avec lui. On se connaît bien, et donc, et c'est pas quelqu'un qui marche de travers. Quand il n'est pas content, ça se sait. Et vous concernant, vous dites c'est plus des différences de comportement que c'est pas des histoires de rancune, comme il y a eu souvent à droite, des haines pendant des années, des choses. Non, c'est pas. J'ai aucune haine, je le respecte, j'ai aucun problème personnel avec lui. On a un certain nombre de désaccords parce qu'on a des cultures politiques différentes. Donc on est plus complémentaires, évidemment, qu'adversaires. Mais alors ce qu'on voit aussi là, et ce qui est intéressant, parce que c'est vrai qu'on oublie vite, hein, c'est que vous avez été quand même un de ceux qui avait alerté contre la dérive droitière, hein, comme vous dites, rapidement, après le discours de Grenoble, on vous entend, peu l'ont fait à l'époque. Alors on se demande finalement pourquoi vous l'avez fait, pourquoi vous et pas eux, et pourquoi vous en tout cas. Quel impact vous attendiez de ces déclarations en 2010 ? En tout cas, c'est un vieux sujet pour moi.
Parce que déjà, dans le passé, dans ma famille politique, quand avec Alain Madelin, on avait quelquefois des frictions. J'étais plutôt avec des gens du centre, j'étais plutôt avec Lionel Stoléru, avec un certain nombre de personnalités de cette nature, qu'avec les plus à droite. Quand je choisis Chirac, un peu contre mon parti, alors que mon parti choisit Balladur, j'avais fait à ce moment-là le choix de la fracture, de la lutte contre la fracture sociale. Donc c'est un parcours de continuité chez moi. Donc je suis plutôt au centre de la vie politique, plutôt que quelqu'un de droite. Et quand je vois que la compétition se fait de plus en plus à droite, je dis attention, l'UMP, pour avoir de l'avenir, ça doit être la droite et le centre. Oui, alors on y reviendra d'ailleurs, mais le fait de l'avoir dit publiquement, parce qu'on verra aussi que parfois vous avez su jouer des rôles, on va dire dans l'ombre, en coulisses, là vous allez, là, on vous voit à la tribune, au micro, vous le dites très rapidement, en 2010, pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, vous le dites pourquoi? Pour avoir de l'influence ou parce que vous savez que vous n'en aurez pas? Parce que je pense que d'abord, il y a une vérité exprimée et que il y a d'abord, si vous voulez, vis-à-vis de mes propres électeurs, vis-à-vis de ceux qui me font confiance, vis-à-vis d'un certain nombre de gens, je dois dire ma vérité. C'est un sujet très important, par exemple, à propos du cumul des mandats. Moi, j'étais 18 ans président de la région Poitou-Charentes, enfin, dans l'exécutif régional. Et au fond, ça m'a donné une grande liberté. Ce n'est pas mon parti qui fait ma pensée. J'ai une carte de parti, mais ce n'est pas celui qui me donne l'investiture, c'est mon territoire, ce sont mes électeurs, c'est parce que j'ai gagné ma liberté sur le territoire. Et donc je m'exprime, même quand ce n'est pas forcément populaire, parce que je sais que par moment, ma position n'est pas populaire. Mais au fond, je trace une ligne que je veux à peu près droite. Donc vous dites, vous le faites par rapport à vos électeurs, par rapport à vous? Par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je pense, par rapport au message que je porte, pas par rapport à un jeu, pas par rapport à un calcul. C'est très difficile d'être désintéressé dans la vie politique française. Oui, justement. Parce qu'on cherche toujours le calcul. Oui. Mais quand je suis sorti de Matignon, on m'a dit, mais alors maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? N+1. Donc c'est pour ça qu'on m'a mis cette ambition de la présidence du Sénat. J'ai voulu le tenter, c'était quelque chose qui m'intéressait. Mais ça n'a pas été, comme c'était dit tout à l'heure, un rêve, c'était pas quelque chose auquel je pense tous les matins en me rasant. C'était une opportunité, mais c'était pas quelque chose qui me mobilise. Et aujourd'hui, je suis sénateur. Je participe au débat, mais je suis désintéressé. Et pour ça, avec Nicolas Sarkozy, je pouvais lui dire les choses entre quatre yeux parce que j'ai refusé d'être ministre, parce que je ne voulais pas participer. Vous aviez refusé. J'ai refusé parce que je souhaitais être libre et que j'avais, pour ma liberté, vous avez proposé quoi d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas informés? Je ne veux pas revenir sur tout cela, mais ça a déjà été écrit en son temps. Oui, voilà, mais pour ceux qui n'ont pas tout lu, ça avait été écrit en son temps. Donc vous aviez refusé, et donc vous vous sentiez libre, et finalement, c'est pour ça que vous avez peut-être pu le faire et pas d'autres. Voilà, c'est parce que d'abord parce que je ne trahis personne, je lui ai dit. Moi, j'ai fait un livre à Nicolas Sarkozy quand il est devenu président, qui était La dernière marche, où je lui ai demandé surtout, fais attention de bien penser que le président est un rassembleur. Tous les Français. Les élections se gagnent avec une partie de France. On gouverne avec toute la France. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous parlez de Nicolas Sarkozy, vous parlez de lui, bien sûr, mais vous parlez aussi de vous, en filigrane, dans un discours souvent assez subtil qu'on a fait analyser, entre guillemets, par le psychanalyste et philosophe Jean-Pierre Winter. Alors justement, ça commence par un extrait, vous parlez de vos rapports avec Nicolas Sarkozy quand vous étiez à Matignon et lui, Place Beauvau, un extrait assez savoureux, il faut bien le dire. Moi, j'ai un ministre de l'Intérieur qui fait un peu la guerre contre le président, donc le président va faire un peu la guerre contre lui, et lui, Nicolas Sarkozy, dès le début, dès 2002, il va s'installer en candidat, en challenger du président. Alors, il est assez turbulent à gérer, le garçon, hein. Je m'en souviens très bien. Il a un atout formidable, c'est qu'il est très direct. Donc quand il n'est pas content, ça se sait, on règle les problèmes. Et donc, à condition d'avoir son numéro de téléphone à portée de la main jour et nuit, il est gérable. Parce qu'il n'est pas faux, il n'est pas indirect, il n'est pas menteur, il va directement au sujet. Mais il n'empêche que je devais le cadrer en permanence, qui voulait prendre des avions pour aller vendre du fil de fer à l'Arabie Saoudite, pour aller faire ceci ou aller faire cela. Je caricature un peu naturellement, mais il était assez époustouflant d'énergie, d'audace et quelquefois, vis-à-vis du président, d'insolence. Ce qui perce, c'est l'idée qu'il se pose la question, me semble-t-il, de savoir quelle est sa place à lui entre Nicolas Sarkozy, qui montre les dents, et Jacques Chirac. Je pense, j'ai le sentiment que c'est ça la vraie question, et c'est d'ailleurs, ça correspond assez bien à ce qui peut nous rester de fait
du moment assez long quand même, 3 ans, où il a été Premier ministre. S'il a passé son temps en tant que Premier ministre à recadrer Nicolas Sarkozy, effectivement, ça lui a pris beaucoup de son temps, beaucoup du temps dont il avait besoin pour mener, lui, des actions audacieuses et un peu spectaculaires. C'est-à-dire que l'énergie de Nicolas Sarkozy, on peut penser d'ailleurs que c'est un peu le sens du message, c'est que l'énergie de Nicolas Sarkozy, dès le moment où il était ministre de l'Intérieur, c'est une énergie qui bouffe l'énergie des autres. Et en même temps, il n'est pas sans l'admiration que peut éprouver un homme adulte et même un peu âgé pour un adolescent un peu turbulent et dont l'audace lui permet de réaliser des choses qu'il ne peut pas réaliser quand il est trop enfermé dans la sagesse, la modération. Vous savez, l'UMP avec Nicolas Sarkozy a marché à l'affectif. C'est un sentiment qu'il faut naturellement valoriser parce que c'est estimable d'avoir ce potentiel affectif. Mais aujourd'hui, il faut aussi avoir une dimension politique. Moi, j'aurais souhaité, je souhaite le renouvellement à l'UMP. Je ne suis pas pour qu'on attende Nicolas Sarkozy. Si Nicolas Sarkozy doit revenir, s'il veut, s'il peut revenir, il trouvera sa place. Mais nous, on doit préparer. Et ce que j'aimais bien chez Jean-François Copé, c'est l'idée de renouvellement. Vous avez l'impression qu'il réfléchit à ses mots ou qu'il y va vraiment franco, qu'il dit tout ce qu'il pense, ou qu'il y a quand même une manière d'habiller son discours comme ça, en mélangeant du positif, du négatif. C'est pas au moment, ça donne un peu le tournis, quoi, ce qu'il dit. C'est-à-dire que ça appelle au décryptage. C'est pas immédiatement accessible ce qu'il raconte. Mais bon, c'est assez franc quand même. Non, il prend parti quand même. Il prend parti pour Copé, ce qui est d'ailleurs un risque à ce moment-là. C'est quand même s'avancer. Mais c'est un discours diplomatique. Parce que vous dites diplomatique, c'est vrai que Jean-Pierre Raffarin s'est illustré, d'ailleurs, il a souvent fait l'émissaire et de Nicolas Sarkozy avec les Chinois, rôle qu'il joue encore aujourd'hui, même pour la majorité actuelle. Donc c'est quelqu'un qui a visiblement des talents de diplomate. Vous entendez dans cet extrait un langage diplomatique? En tout cas, pour parler avec les dirigeants chinois, il faut avoir une capacité à tenir le langage de la diplomatie et de la plus fine diplomatie. C'est pas à la portée de tout le monde, parce que ça demande une certaine rondeur, une certaine aisance dans le dire et le ne pas dire, le ne pas dire tout en disant et le dire tout en ne disant pas, dont oui, il a témoigné. Un peu là, effectivement, où il arrive à glisser des choses positives. Voilà, il faut glisser les choses à l'intérieur du discours et à bon entendeur, salut. Ceux qui veulent entendre, entendront, et ceux qui ne sont pas capables d'entendre seront dans le même état qu'avant, et ça ne les aura pas bousculés. C'est vrai, le fait de ces relations longues, hein, ça fait des années que vous voyagez en Chine, que vous êtes un grand connaisseur de la Chine, même si vous ne parlez pas mandarin, je crois. Vous en avez tiré des leçons de diplomatie, d'art oratoire, d'art du langage? Pas forcément d'art du langage, parce que naturellement je ne parle pas la langue. Mais je pense que sur la pensée, c'est très important. Vous savez, on pourrait discuter longuement de tout ça, mais pour être très schématique, et on n'a pas beaucoup de temps, notre pensée occidentale, c'est un moteur à 3 temps. Thèse, antithèse, synthèse. Je challenge mon idée par une idée adverse qui va me permettre un dépassement. Le système chinois, c'est un moteur à 2 temps. C'est le yin et le yang. C'est-à-dire, le bien est en moi, le mal est en moi. Mais de toute façon, je ne vais pas chercher forcément à le dépasser, je dois vivre avec. Et je dois maximiser mon bien pour minimiser mon mal. Donc il y a cette réflexion-là du yin et du yang est une réflexion très importante. Quand vous discutez, il y a toujours une partie positive. Et donc moi j'essaie de m'appuyer sur cette partie positive à partir de laquelle je vais construire. Et entre Copé et Fillon, ou entre Sarkozy et Fillon, je les connais tellement que je vois tout de suite cette part de bien qu'il y a en eux, cette part positive. D'accord, ok, donc c'est ça effectivement, et c'est amusant dans les extraits, on le voit, hein, vous dites souvent quelque chose de sympathique, et puis après vous dites quand même quelque chose d'assez dur, c'est finalement, il y a les deux... Il y a toujours les deux simultanément. D'accord, et vous êtes comme ça, vous voyez toujours les deux simultanément? Moi je suis, oui. C'est intéressant. Mais dans la pensée sociologique ou philosophique française, c'est un peu Edgar Morin et la pensée complexe. C'est de se dire qu'au fond, c'est pas ou rouge ou noir, ou blanc ou noir, c'est un peu toujours mêlé. Et donc il faut toujours être attentif parce qu'au fond, les choses ne sont pas si simples. Et donc je prends toujours le problème comme plus compliqué qu'il n'y paraît.
Ah, d'accord. Donc, en fait, vous faites partie de ces gens qui, dans la vie politique, finalement, voient toujours, même chez vos, entre guillemets, adversaires socialistes, le bon et le mauvais Absolument, aussi, toujours. Absolument. Ah bon? Je vois, hier, je On va faire présidais... l'exercice. Alors, enfin, avec François Hollande, par exemple, vous diriez quoi? Alors, le bon et le mauvais? Eh ben, écoutez, je pense qu'il y a du très bon dans la relation humaine, il y a du très bon dans la capacité de comprendre l'autre. Donc c'est quelqu'un qui est ouvert et accessible, et donc ça c'est très important parce que dans la démocratie il faut avoir le sentiment que quand on lui parle c'est utile, donc il a cette ouverture-là, mais c'est vrai que de l'autre côté il faut qu'il fasse preuve de l'autorité nécessaire, donc il y a cet équilibre entre ouverture et autorité qu'il a sans doute à progresser. Aux questions d'actualité, hier je regardais les ministres répondre et je voyais combien ils étaient quelquefois très bons, mais dans l'attaque des autres. Donc je voyais des hommes politiques qui étaient en fait dans ce qu'on pourrait appeler l'éthique de conviction, c'est-à-dire sur la bataille politique, très bon, très efficace, mais en revanche, dans l'éthique de responsabilité, expliquer, convaincre sur ce qu'on fait, là, je les ai trouvés plutôt faibles. D'accord, oui, c'est souvent ça, malheureusement, en politique, où on est parfois bon en combat. Et alors, sur ce qu'il dit concernant, il dit finalement, ce qu'il entend dans vos propos, c'est un peu le côté, finalement, Nicolas Sarkozy vous a bouffé votre énergie, Matignon, c'était terrible, tiraillé entre les deux, et finalement, ça vous a peut-être aussi empêché de faire autre chose. Est-ce que vous diriez ça? Je dirais que c'est évident, et c'est d'une certaine manière une réussite, parce que à l'issue de ma responsabilité, Nicolas Sarkozy peut devenir président de la République. C'est-à-dire que j'ai évité l'explosion entre le président et le ministre de l'Intérieur. Ah oui, c'était ça qui était quand même... Et c'était parce que moi, dès le début, j'ai pensé que Nicolas Sarkozy était le candidat de notre majorité. Donc, alors que quelquefois j'étais incité par l'extérieur à me bagarrer contre lui, je faisais en sorte toujours de maintenir la carte Sarkozy pour l'avenir de mon propre camp. Ah oui, parce que vous pensiez quand même que c'était... Donc je devais faire en sorte qu'il soit loyal au président, que les choses fonctionnent normalement, le plus normalement possible, mais d'autre part, je faisais en sorte aussi qu'on ne l'abîme pas au point de l'empêcher d'avancer. Donc j'ai dû gérer ça. Et donc le résultat, j'en suis pas si mécontent que cela. Et ça ne m'a pas empêché d'avoir deux résultats dont j'étais très content, c'est que j'ai baissé les impôts d'une part, et quand je suis arrivé, le chômage augmentait, quand je suis parti, le chômage diminuait. Donc ça m'a quand même permis de faire quelque chose. D'accord, ça c'est sur le bilan politique, et sur le bilan personnel, on va dire, vous direz que ça vous a un peu pourri vos 3 ans à Matignon? Oui, mais moi j'aime bien les relations humaines, j'aime bien essayer de travailler sur la médiation, j'aime bien essayer de faire en sorte que les gens se parlent plutôt qu'ils se tapent, et donc finalement j'ai pris goût à ça, malgré tout. Malgré tout. Mais si, de temps en temps, il fallait mettre le téléphone très très loin pour éviter les cris de colère que j'entendais de ci, de là. D'accord, donc malgré et on n'a pas parlé de Dominique de Villepin, parce que dans cette affaire, il y a aussi Dominique de Villepin qui non seulement joue son propre rôle, mais en plus a une rivalité avec Nicolas Sarkozy qui est assez difficile à gérer. Oui, d'accord, vous n'êtes pas seulement pris en sandwich entre les deux, mais entre les trois, je ne sais pas comment on peut être pris en sandwich entre les trois. Alors vous avez parlé de vos talents et de votre côté diplomatique, voilà cet aspect-là. Alors il faut dire aussi que vous l'avez exercé assez récemment, ça a peut-être moins été médiatisé à l'époque parce que vous l'avez fait plutôt en coulisses, lors du fameux duel pour la présidence de l'UMP entre François Fillon et Jean-François Copé. Alors au départ, vous soutenez le dernier, Jean-François Copé, qui est arrivé le premier d'ailleurs, quoique au terme d'un scrutin assez contesté, justement, c'est ce qu'on va voir, on va revoir. Ça commence au lendemain du fameux scrutin contesté et c'est commenté toujours par Bruno Jeudi. Jean-François Copé, à 23h30, hier soir, vient devant les caméras, il dit « j'ai gagné, j'ai 1000 voix d'avance, j'ai gagné ». Il n'a même pas téléphoné à François Fillon pour s'assurer de ce que répondrait François Fillon. C'est quand même étonnant, ça. Non, mais écoutez, comme attitude. Il a téléphoné après, il est après, clair. Oui, ça ressemble à un petit putsch. Non, mais non, comment ça? Il a une estimation. Ouais. Tout le monde accepte qu'il y a une commission. François Fillon a une estimation. Et regardez ce que vous faites tous les dimanches d'élection. Vous faites des estimations dès 20h. Et dès 20h, vous communiquez. Et le soir, on attend les résultats du ministère de l'Intérieur. On est exactement dans la même situation. Pas du tout. Les candidats ont des logiciels. Pas de comparaison. Bien sûr que c'est exactement la même comparaison. On a une commission qui valide les résultats. Chacun est naturellement. On n'a jamais attendu 3h du matin pour attendre des résultats en France. Le ministère de l'Intérieur le fait. Dédramatisons. Moi, je suis triste de cette histoire. Il faut dédramatiser. Bon, on le sent déjà, Jean-Pierre Raffarin est ennuyé, est embarrassé au lendemain de ce fameux 18 novembre, jour de l'élection du président de l'UMP. D'ailleurs, il le dit, dédramatisons, et Jean-Pierre Raffarin va dédramatiser et surtout pacifier. Il va d'abord rester un petit peu en retrait, il va laisser d'autres chapeaux à plumes tenter leur chance, à commencer par Alain Juppé, qui va se voir un moment en faiseur de paix, et puis ça va rater.
Et puis ensuite, c'est Nicolas Sarkozy qui va entrer en scène à son tour. Et puis Jean-Pierre Raffarin, tapis dans l'ombre, dédramatisant, pacifiant. Il va lui renouer les fils en silence d'abord. Va d'abord renouer ses propres fils avec François Fillon, parce que les deux hommes sont plus ou moins brouillés, pas très copains, un peu en froid depuis presque 10 ans. François Fillon a été le ministre de Jean-Pierre Raffarin quand il était Premier ministre. Et puis il y a eu la réforme des retraites entre les deux hommes qui n'a pas laissé que de bons souvenirs à Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin a longtemps pensé que François Fillon avait un peu tiré la couverture à lui sur cette réforme des retraites, que Jean-Pierre Raffarin pense avoir largement accompli. Et puis en fait, à la faveur de cette présidence de l'UMP, les deux hommes vont se rapprocher. Jean-Pierre Raffarin va lui-même décrocher son téléphone, appeler François Fillon. Il va le rencontrer en grand secret dans son bureau de l'Assemblée nationale. Ce qui est très rigolo pour la petite histoire, c'est que avec Carole Barjon, nous faisions notre enquête sur cette bataille et cette crise de l'UMP. Nous étions en rendez-vous avec François Fillon, et au moment où il reçoit d'abord un SMS puis un coup de fil, François Fillon répond par un SMS à Jean-Pierre Raffarin. Il accepte de le rencontrer, mais il lui dit « Reste dans ta voiture, je dois faire partir 2 journalistes qui sont dans mon bureau. » Il se trouve que c'est nous descendons, on ne sait pas trop ce qui se passe parce que François Fillon abrège son entretien, et c'est là que le contact se fait entre eux deux. Ils mettent un peu les choses tout sur la table, ils se disent un peu les choses, tout ce qu'ils ont entre eux. Alors c'est vrai que cette crise a la surprise, rapproché les deux hommes qui se sont entendus pour cette crise, mais ensuite se sont déjeunés, se sont vus régulièrement. Jean-Pierre Raffarin a même laissé entendre à de nombreuses reprises que s'il avait soutenu Jean-François Copé à la présidence de l'UMP, pour la présidentielle de 2017 et surtout pour les primaires de 2016, il verrait plutôt d'un bon œil la candidature de François Fillon. Alors il ne l'a jamais dit publiquement. Oui, parce qu'on n'a pas trouvé d'extrait. Voilà, mais en privé, il dit faut pas mettre des bâtons dans les roues à François Fillon. C'est une bonne chance de la droite. C'est un homme d'État. C'est un homme qui a un bon positionnement politique, en tous les cas jusqu'à ces derniers jours. Voilà, alors bon, en tout cas, jusqu'à ces derniers jours, parce que c'est vrai que bon, il y a eu un nouvel épisode, on va dire. Bon, laissons pour l'instant de côté le nouvel épisode. Avant le nouvel épisode, c'est vrai que vous l'avez, on l'a pas retrouvé au micro, vous a pas entendu déclarer ça, mais c'est ce que vous pensiez fondamentalement? Je pense qu'il faut protéger François Fillon, comme il faut protéger Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé et Alain Juppé, pour que nous puissions, le moment venu, disposer d'une candidature qui soit capable de gagner. Je ne suis pas capable de dire aujourd'hui quel sera le meilleur candidat. Et donc, d'une certaine manière, moi je pense qu'il faut protéger François Fillon dans notre ressource humaine de l'UMP, car on peut avoir besoin de lui. Il a la dimension du job, donc naturellement, les circonstances, le travail, on verra le moment venu. Je ne peux pas le dire. Les événements d'actualité montrent qu'on peut discuter, mais en tout cas, sur la structure de la personne, il n'y a pas de doute sur ses capacités. Parce que, oui, alors vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, Nicolas Sarkozy, je le protégeais parce que je savais que c'était lui. Là, aujourd'hui, vous le protégez, mais c'est pas, vous l'avez protégé, parce qu'on va voir que peut-être un petit peu moins ces derniers temps, mais pas parce que vous pensiez que c'était lui. Vous pensiez que c'était lui parmi d'autres, c'est ça? C'est lui parmi d'autres. Je pense que nous avons aujourd'hui un carré d'as. Ce carré d'as, c'est Nicolas Sarkozy, François Fillon, Jean-François Copé, Alain Juppé. Et moi, j'estime que c'est notre patrimoine à l'UMP. Et mon rôle, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'exclusion anticipée. Personne ne sort du carré d'as. Absolument. Non, François Fillon, il choisit une ligne politique qui n'est pas forcément en tout point la mienne, encore que la clarification que nous avons eue au comité politique me satisfait complètement. Donc je pense que François Fillon a une carte à jouer importante. Je ne peux pas vous dire quelle sera la meilleure carte pour l'UMP aujourd'hui, donc je ne veux pas les abîmer. Et alors, pour revenir justement sur votre rôle, ce qui raconte en 2012, votre rôle d'intermédiaire, en fait, et c'est ce qu'il explique, et c'est vrai que vous avez réussi finalement à pacifier, enfin à stopper la guerre ouverte, on va dire, parce que c'est pas complètement pacifié non plus, mais enfin, quand même, à calmer le jeu, là où d'autres avaient échoué, comme d'ailleurs Alain Juppé, également ancien Premier ministre, comme paraît-il Nicolas Sarkozy, qui s'était aussi mis. Alors, justement, on a envie de savoir comment vous vous y êtes pris, comment ça s'est passé avec le recul maintenant? Je m'y suis pris comme on s'y prend dans toute
toute négociation, c'est qu'au lieu de dire « j'arrive, je vais sauver la situation », j'ai été passé un après-midi entier avec François Fillon, puis un après-midi entier avec Jean-François Copé. Je les ai fait parler pour voir ce à quoi ils tenaient, ce sur quoi ils étaient intransigeants, ce sur quoi ils étaient ouverts, et puis j'ai dégagé une plateforme commune à partir de longs entretiens que j'ai pu avoir avec l'un et l'autre. Alors en effet, comme dit Bruno Jeudi, il a fallu qu'avec François Fillon, je crée un lien de confiance. Mais je veux dire, avec François Fillon, on se connaît très bien, on a une histoire ensemble. Naturellement, quand on se tape, on se fait mal, parce que comme on se connaît bien, on ne tire pas à côté. Donc c'est assez douloureux, mais il n'empêche qu'on se connaît bien, qu'on se comprend bien. Donc j'ai identifié l'essentiel pour ce qu'était pour François Fillon, j'ai identifié l'essentiel pour Jean-François Copé, et j'ai rédigé un texte qui essayait de rassembler l'essentiel pour les deux. Donc je pense ça, vous voyez, ça c'est un peu chinois quand même, c'est d'essayer de prendre le positif de l'un et de l'autre. Mais pour ça, l'essentiel qui était de retrouver d'abord une date de revote, pas trop proche, pas trop lointaine, enfin pas refaire toute l'histoire, mais enfin il fallait au fond des choses. Et en fait, le psy pourrait nous dire ça, mais ce qui est très important, c'est que les gens s'expriment et qu'on voit ce qui est important pour eux. Comme l'autre jour, dans le dernier conflit à propos des déclarations sur le sectaire et le vote FN de François Fillon, j'ai bien vu que dans le communiqué, François Fillon avait deux exigences. Un, qu'on enlève le nini, et deux, qu'on mette le mot sectarisme. Et donc, mais je voyais bien qu'il était prêt à confirmer qu'il ne voulait pas voter pour le Front National. Donc on avait, sur la ligne stratégique plutôt des proximités, il fallait trouver le moyen que personne ne perde la face. Donc on a affirmé un communiqué qui n'était pas un nini. D'accord, un communiqué de l'UMP qui permettait à François Fillon de rentrer. Sauver la face, mais de confirmer qu'on avait une ligne politique et on était d'accord que ce serait pas le PS et ce serait pas le Front National. D'accord, mais sans reprendre le nini qui était le terme sur lequel il bloquait. Et en mettant le mot sectarisme, parce que c'était un sujet qu'il avait dit. Parce qu'il fallait reprendre ce mot sectarisme. Mais dans quelle phrase exacte d'ailleurs avec le sectarisme, rappelez-nous? C'est de dire qu'en aucune façon nous aurons des partenariats avec tous les extrémismes et tous les sectarismes. D'accord, voilà, waouh, grand exercice. Mais alors, donc là, on voit d'ailleurs votre rôle, et c'est intéressant parce que vous nous racontez sur un peu ce rôle en coulisses justement de rédaction de ce communiqué pour trouver cette plateforme commune. Mais avant ça, donc après cette fameuse phrase de François Fillon dite sur Europe 1, voilà, qu'en cas de duel PS, FN, il voterait pour le moins sectaire, donc éventuellement le plus sectaire peut être un PS. Suite à ça, vous attendez quelques jours, vous ne vous exprimez pas. Le jeudi, vous tweetez que c'est une position personnelle de François Fillon. Et puis le samedi, vous faites ce fameux tweet, alerte rouge, le vote FN est une ligne de fracture pour l'UMP. Et là, on se demande finalement, parce que vous montrez votre rôle après, mais là, qu'est-ce que vous essayez de faire? Pourquoi attendre? Pourquoi pas tweeter plus tôt? Et pourquoi finalement... Bon, au fond, c'est tout simple. C'est comme beaucoup de gens, j'étais très surpris par cette phrase. Elle n'est pas dans la tradition politique de François Fillon. Donc j'ai pensé que c'était plutôt une maladresse. Et donc, je n'ai pas voulu bondir sur cette maladresse parce que je sais que tout le monde est capable de maladresse. Et donc, j'étais réservé. Je ne me suis pas jeté là-dessus pour faire de la polémique. Mais c'est quand il a confirmé ensuite une ligne que je lui ai dit, voilà, à Nice, c'est là où je me suis dit, attention, là, il y a une question fondamentale. Et moi, je rappelle que je viens de la famille UDF, qui est venue dans l'UMP. On est venu avec un pacte fondateur. Ce pacte fondateur, c'est ni entente, ni alliance, ni vote pour le Front National. Et j'ai dit attention, et je le fais de manière assez sobre quand même, c'est un tweet. J'ai à Poitiers toute la presse qui est là au congrès de l'UDI, j'aurais pu aller saluer... Oui, d'ailleurs, ça fait quoi de le faire par un tweet? Bon, c'est plus discret, c'est plus... Je voulais que ça soit discret, mais c'était... C'est pas très discret, j'ai envie de dire, vous avez réussi, vous avez raté votre coup pour le coup. Voilà, j'aurais pu aller saluer Jean-Louis Borloo au congrès de l'UDI, et là, ça aurait eu une force de l'image. Mais le tweet, c'était simplement quelques mots. Force de l'écrit. Et j'ai la force de l'écrit, et j'ai voulu dire que c'était pas un reproche que je faisais, c'était une alerte. Alerte, attention, on touche à l'essentiel. Et en coulisses, ça se passait comment? Vous aviez François Fillon au téléphone On a eu quelques échanges, mais au fond, là, vous savez, sur des sujets comme ça, je le connais bien, donc je sais bien ce qu'il pense. Donc là, il y avait des circonstances pour lesquelles j'avais besoin de clarification. Et quand il a dit que jamais il ne voterait FN et qu'il ne voulait pas qu'on donne le sentiment que l'UMP apparaissait
contre un bloc socialiste ou contre un bloc FN, mais pour quelque chose. Je comprenais qu'il y avait quelque chose d'acceptable dans ce qu'il disait, même si il y avait quelque chose de complètement nouveau qui n'était pas acceptable. C'est l'idée potentielle, selon certaines circonstances, qu'on puisse voter pour le Front National. Ça, c'est un point de rupture. Il l'a compris et on a clarifié. Ouais, enfin, visiblement, il a l'air quand même, pour le coup, de récidiver, parce qu'il fait encore des déclarations chez Poutine où il critique la France. Enfin, on sent qu'il est un peu peut-être dans la transgression en ce moment. Vous qui le connaissez bien, il est dans quoi? Et probablement qu'il cherche un peu le positionnement d'avenir. Mais si je vous dis le fond de ma pensée, je crois qu'on a la mauvaise conséquence de l'idée de primaire. Je ne suis pas très favorable aux primaires. Le parti a choisi, donc je me relie à cette position de l'UMP. Mais les primaires, ça veut dire d'abord on parle à la moitié de la France. Donc on commence par être hémiplégique. On parle à son camp, on ne parle pas à l'autre. Et puis pourtant, quand il faudra gouverner, il faudra parler aux deux. Et puis dans son camp, c'est les plus durs qui l'emportent. Donc on fait une course un peu aux marges. Et je trouve que c'est peut-être ce qui explique qu'aujourd'hui, François Fillon doit gagner une primaire et il parle aux gens qui sont dans l'électorat de cette primaire. Et je pense que ça, c'est pas très gaulliste. Ouais, mais là, vous dites pas alerte rouge, attention. Non, je pense qu'il faut que les uns et les autres puissent s'exprimer. Je n'ai pas de leçon de morale à donner et pas à quelqu'un comme François Fillon que je ne suspecte pas de mauvaises intentions. D'accord, vous dites qu'il est prisonnier d'un système. Mais je pense que le système est peut-être dangereux. Alors, c'est vrai que la société française se déplace vers la droite, mais je pense que si on fait qu'une course à droite, surtout en oubliant toute l'autre partie, un jour, il faut gouverner. Et on gouverne plus en rassemblant qu'en clivant. Alors pour terminer, on a évoqué vos différentes façades. Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué et qui est pourtant pile, on va dire, dans l'angle de cette émission. Ce sont les fameuses raffarinades. Alors vous avez d'ailleurs consacré un chapitre dans un livre récent. Alors ce sont, je résume, hein, vous allez me dire si vous êtes d'accord, des slogans parfois diplomatiques, parfois drôles, mais quand même parfois mal compris, notamment quand vous étiez à Matignon. Alors on va en revoir quelques-uns commentés par le publicitaire Gilles Masson. Ça commence en 2002, lors de votre discours de politique générale. Dans cette situation, notre route est droite, mais la pente est forte. Raffarin, c'est à la fois un ancien publicitaire et un homme politique quelque part, et donc il a l'art, des fois malheureux, du slogan. Il fait en fait des phrases qui sont très imagées et des phrases qui sont restées aujourd'hui. Raffarin est le seul homme politique à être dans Wikipédia sous le nom de raffarinade. Alors c'est quoi une raffarinade? Pourquoi vous dites une raffarinade, c'est dans l'acception courante aujourd'hui, très souvent un truisme. C'est très souvent des slogans très paradoxaux, de type publicitaire, très imagés. Mais en même temps, quand il dit la route est droite mais la pente est forte, ça veut dire que bon, ils savent où ils vont, mais que ça va être dur. En même temps, ça veut dire quelque chose. C'est pas un truisme pour le coup. Oui, absolument. Sauf que la formulation est maladroite, au sens de quand on est Premier ministre d'un gouvernement en période de crise, le fait de dire la route est droite et longue, mais la pente est longue, c'est une manière de dire deux fois on va dans le mur, en acception, en compréhension. D'accord, c'est pour ça que ça a frappé, mais même bien si... sûr, mais bien sûr. C'est en entendant Laurie chanter chez Michel Drucker que Jean-Pierre Raffarin avait révélé sa méthode. La positive attitude, c'est une question presque de philosophie. On n'a pas le droit d'être désespéré. Alors forcément, aux yeux du Premier ministre, les manifestants de samedi dernier étaient loin d'avoir adopté cette fameuse positive attitude. Les syndicats dont on parle aujourd'hui, ils sont d'accord pour l'union du non, mais ils ne sont pas d'accord pour une union du oui. Ils ont une négative attitude, ils n'ont pas une positive proposition. À la négative attitude, les syndicats enseignants répondent sourdingue attitude ou autre formule. Moi, je dirais presque autiste attitude. Raffarin a eu très souvent un effet boomerang sur ces formules qui voulaient pourtant être des actes de diplomatie. C'est un effet pervers. Il veut quelque part arrondir les angles. Raffarin est quelqu'un qui veut arrondir les angles. Et il se dit qu'avec un langage imagé, il peut y arriver, ou par de l'émotion, mais ça laisse perplexe. Ça se retourne contre lui. Oui, alors en même temps, ça s'est retourné beaucoup contre lui quand il était Premier ministre. Ce qu'il y a, c'est qu'après, on l'a vu faire ce qu'on pourrait appeler des raffarinades sur les plateaux télé, mais avec un impact complètement différent. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Ici, j'ai répondu à trop de questions. Alors ce soir, j'ai décidé d'en poser. On change de place. D'accord. Oh là là. Michel Denisot, c'est un grand bonheur que d'avoir fait de multiples émissions avec vous. Je pense que vous êtes sincèrement irremplaçable. Mais j'ai une question. Il y a des bruits qui courent sur un successeur, dont on dit qu'il a déjà été dans cette émission. Donc moi, sur le plan politique, je pose une question. Est-ce que le retour
a un avenir. C'est du Raffarin. Antoine Decaune, oui. Non, parce que j'ai déjeuné avec Nicolas Sarkozy aujourd'hui et donc je voulais savoir si, dans cette émission, vous avez fait une drôle de journée. L'annonce de retour, c'était quelque chose qui allait se développer. Ouais. C'est très subtil et très culotté. D'abord, il dit quelque chose de dur à Denisot. Oui, qui va se faire remplacer par Decaune quelques direct, semaines plus quand tard. même. Donc c'est aussi l'art de la diplomatie de Raffarin. Il fait ça avec beaucoup de rondeur et avec beaucoup de diplomatie. Et il dit aussi, il pose une question fondamentale que tout le monde attend, toujours de manière très imagée, une raffarinade, hein, le retour a-t-il un avenir? Et donc c'est extrêmement drôle de prendre le pouvoir et de poser à l'animateur qui s'en va une question dure qui quelque part peut s'adresser pour une question aux Français sur Sarkozy. C'est très subtil. Ouais, mais alors justement, la question qui se pose, c'est pourquoi alors là ça marche, et puis pourquoi quand il était Premier ministre ça marchait pas? C'est quoi? C'est lié à la posture? C'est lié... Je pense que c'est lié à la posture, parce qu'aujourd'hui, Raffarin est un homme libre, il le dit suffisamment. C'est pas pareil d'avoir un Premier ministre qui détourne une chanson de Laurie qu'un homme politique qui est vice-président de l'UMP, qui est très libre, qui va s'amuser sur un plateau. C'est très différent. C'est une évolution très intéressante, c'est un des rares hommes politiques qui tient sur la durée. Et d'ailleurs, il dit souvent, le temps de la politique est court, le temps de la diplomatie est long. Et je pense qu'il est vraiment, il s'est positionné notamment sur la Chine. La Chine lui a servi par l'extérieur pour exprimer la voix de la France, pour avoir plus de crédibilité. Et en fait, ça change complètement son statut. Aujourd'hui, Raffarin, je pense, est beaucoup plus écouté en tant que vieux sage par la droite comme par la gauche. Alors, que pensez-vous de cette analyse sur l'évolution de la perception des fameuses raffarinades? Au fond, je crois que la personne qui s'exprime ici a assez raison. En termes de responsabilité politique, on attend d'un dirigeant la sobriété. Et au fond, la raffarinade, qui est une formule qui se veut la plus percutante possible, elle n'est pas sobre, elle est provocante, elle est bon. Et donc, et on attend la sobriété. En revanche, quand on est dans le débat public, il faut transpercer le mur de l'indifférence, et donc là il faut trouver un certain nombre de mots. Mais ce qui manque, je pense, c'est que la raffarinade, c'est aussi une musique des mots. Moi j'ai beaucoup aimé Queneau, j'ai beaucoup aimé Edgar Morin, j'aime beaucoup tous ceux qui jouent avec les mots. Et très souvent on me dit, je vois que ça a été cité tout à l'heure, mais quand on dit on ne peut pas être libre et responsable, c'est Saint-Exupéry qui dit ça, c'est pas moi. Quand l'immédiat dévore, l'esprit dérive. C'est Edgar Morin qui dit ça, c'est pas moi. Mais donc il y a beaucoup de choses que j'ai citées qui sont attribuées, mais c'est parce qu'en effet, moi j'aime aussi les phrases dans lesquelles le rythme fait chanter les mots. Oui, mais souvent, effectivement, c'est pour ça qu'elles sont reprises. On le voyait détourné par les syndicalistes, etc. Parce que vous trouvez la formule qui fait mouche, manque de chance, ça s'est retourné contre vous. Et alors, quand vous étiez à Matignon, vous y pensiez à ça, ou c'est après coup, là, avec le recul? Bon, c'est après coup avec le recul, mais parce que c'est aussi dans mon tempérament, parce que j'aime des phrases courtes, parce que je suis on pourrait dire sans prétention, je suis un orateur. Donc il y a des gens qui s'enferment dans des discours. Moi, j'ai jamais pu m'enfermer dans un discours. Quand je suis devant une salle, j'ai un plan, j'ai les quelques mots-clés, mais je sais ce que j'ai à dire, je suis à l'aise dans mes convictions, dans mes messages, et je fonce et je vais au contact de la salle. Je parle avec la salle, je l'écoute par la communication verbale, mais aussi par la communication non verbale. Et il arrive que quand un bon orateur, il est inspiré par son public, qui lui fait devenir un peu un moment créatif. Et donc là, la formule peut venir, quand les jours de forme, la formule vient, mais naturellement, quand vous êtes dans l'opposition, d'abord, la créativité n'est pas toujours heureuse, puisqu'elle est spontanée, donc elle a l'avantage d'être sincère, mais elle n'est pas toujours heureuse. Mais quand elle est heureuse, c'est formidable, c'est un vrai bonheur. Voilà, mais c'est plus facile d'être formidable, entre guillemets, quand on est comme vous êtes maintenant, qu'en tant que Premier ministre. Mais quand on est en Premier ministre, et je vois la communication de François Fillon, qui est une communication qui était efficace, c'était une communication particulièrement sobre. On n'a pas vu François souvent... Fillon, Premier ministre. Hein, François Fillon, Premier ministre, c'était vraiment une communication, on le voyait rarement sortir de son texte. Moi, je sortais toujours de mon texte, parce que j'entrais en contact avec le public, ce qui est dangereux quand on est au pouvoir. D'accord. Et ce qui est dangereux peut-être aussi, oui, quand on est candidat à autre chose. Alors on a envie de finir en mot de la fin, parce qu'on a parlé des avenirs des uns et des autres, des tentatives de retour de Nicolas Sarkozy, d'Alain Juppé aussi qui peut avoir envie de revenir. Alors pour vous, est-ce que le retour a un avenir, Jean-Pierre Raffarin? Écoutez, moi je ne suis pas parti, donc il ne s'agit pas de retour. Je suis au oui, Sénat, mais je suis au Poitou. le retour, je ne sais pas, certains en tout cas restent toujours des ambitions. Vous, alors, votre retour, entre guillemets Moi, je voudrais aider la jeune génération de l'UMP à émerger, à sortir un peu
aujourd'hui. Ouais, c'est pas un retour, ça. Donc c'est un accompagnement. Mais alors, donc moi je jouerai peut-être un rôle, mais en tout cas je ne le prévois pas à l'avance. C'est pas dans mon calcul. Je suis quelqu'un d'apaisé et de désintéressé. Et donc, vous savez, c'est un de mes problèmes dans la vie politique, c'est que, je touche du bois, c'est que globalement j'étais plutôt heureux. Et qu'au fond, je n'ai pas ni de revanche à prendre sur la vie, ni d'aller compenser quelque chose qui me faut de moi. Et donc, cette stabilité-là fait que je ne suis pas en permanence à courir derrière quelque chose qu'on ne sait jamais si on le saisira. Oui, c'est ça qui gâche la vie peut-être. Écoutez, merci beaucoup pour cette leçon de philosophie là, que vous venez de nous donner en fin d'émission. Merci Jean-Pierre Raffarin.